la matinée sur des notions de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et j'appelle donc Anaïta Eutrop, d'Aster Capital. Ah, pardon. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Aster, nous, on est une société de capital risque, donc on investit dans des startups. Et en particulier, on s'intéresse aux usages pour les entreprises, l'industrie, le monde de la mobilité et de l'énergie. Et entre autres, on regarde en particulier en ce moment les technologies émergentes, donc tout ce qui a trait à l'Internet des objets, la réalité augmentée et virtuelle et l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer sur ce sujet, d'abord, de quoi on parle? Donc, pour remettre un petit peu les choses à plat, la réalité virtuelle, c'est vraiment ce concept en fait, de permettre à l'utilisateur de s'immerger dans un monde qui est complètement fictif. Donc on a deux catégories pour ça. La première, c'est la plus traditionnelle, la réalité virtuelle qui est liée à un PC ou à une console de jeux vidéo, qui permet le type d'expérience le plus immersif. Et le deuxième, c'est la réalité virtuelle mobile, où là, on est un petit peu moins dans l'immersif parce que la résolution de l'image est un petit peu moins bonne, mais c'est d'un autre côté beaucoup plus abordable et accessible. Et la réalité augmentée, ce qui est très caractéristique, c'est qu'on garde toujours ce lien finalement avec le monde réel. La réalité mixte est assez proche. Ce qui les différencie, c'est que dans la réalité augmentée, on voit très clairement les objets virtuels qui viennent s'incrémenter sur le monde réel, alors que dans la réalité mixte, ils sont tous sur la même échelle, le même plan, et donc on ne peut pas les distinguer. Donc en fait, avec cette grille d'analyse, on voit bien finalement qu'aujourd'hui, les deux principaux drivers de marché, c'est d'une part les plateformes hardware, le type d'écran, et d'autre part l'expérience utilisateur. Donc si on fait un petit zoom aujourd'hui sur l'offre de hardware, on voit très vite qu'il n'y a pas encore de standard qui a vraiment émergé. Donc dans la réalité virtuelle, quand même sur la partie mobile, on a Samsung Gear qui commence à avoir pas mal de visibilité. Ils ont vendu 5 millions d'appareils l'année dernière. Et dans la réalité virtuelle, il y a un PC ou une console. C'est surtout Oculus Rift et HTC Vive qui ont le plus de traction. Et puis on a des nouvelles tendances intéressantes aussi à suivre cette année, en particulier l'arrivée des casques sans fil, ce sur quoi travaillent notamment Intel et HTC, et ce qu'on appelle la réalité virtuelle autonome, donc avec le processeur qui est directement intégré dans le casque. Donc là-dessus, c'est Qualcomm et Nvidia et certaines startups qui travaillent dessus en particulier. Sur la réalité augmentée, on estime qu'il y a environ 18 à 24 mois de retard en termes de maturité par rapport à la réalité virtuelle. Il y a plus de défis technologiques à relever et ça se traduit par du coup des prix de vente beaucoup plus élevés. Dans la réalité mixte, c'est aujourd'hui Microsoft qui se positionne comme vrai précurseur avec HoloLens, donc vraiment à destination des entreprises. Donc aujourd'hui, finalement, on a un stade assez intéressant puisqu'on voit une nouvelle phase d'accélération qui apparaît sur le marché. Et en fait, jusqu'ici, le marché était vraiment conditionné en termes d'adoption par l'intégration de ces nouveaux types d'appareils, donc les casques de réalité virtuelle ou les lunettes intelligentes dans nos vies. Et là, en fait, ce sont directement les fabricants de smartphones et de tablettes qui entendent dynamiser ce marché en adaptant directement ce type d'appareil à des usages vers la réalité augmentée et virtuelle. Donc c'est eux vraiment qui vont driver la croissance dans les années à venir. Dans la réalité virtuelle, c'est assez clair. Donc on voit le type de demande qu'il y a avec notamment Samsung Gear. Et dans la réalité augmentée, on est à l'aune d'une petite révolution technologique amenée par les capteurs de profondeur et les caméras en 3D qui permettent véritablement de cartographier un environnement autour de l'utilisateur, de définir précisément la position de l'utilisateur qui est derrière l'appareil et du coup de permettre d'intégrer dans l'environnement des objets en réalité augmentée. Donc là, ces technologies sont déjà en voie d'internalisation par Lenovo qui a internalisé ça sur son Fab 2 Pro et Asus qui a aussi annoncé qu'ils allaient l'intégrer sur leur prochain téléphone. Donc en termes de marché, évidemment, la taille totale est assez significative. Si on fait l'exercice un peu d'essayer de segmenter, on voit que les revenus du software devraient rattraper ceux du hardware d'ici 2020. Et puis après, en termes d'application, donc évidemment, les jeux vidéo et le divertissement devraient toujours représenter le gros du marché d'ici 2020, mais on voit quand même qu'il y a un potentiel assez intéressant
pour d'autres types d'applications, notamment dans la santé, l'immobilier et le retail. Donc maintenant, quand on parle de véritable décollage du marché vers un marché de masse, il y a toujours un certain nombre d'obstacles qui sont à lever aujourd'hui sur tous les différents segments de la chaîne de valeur, avec un écosystème qui reste quand même assez fragmenté. Donc sur la partie hardware, il faut bien sûr, pour arriver à générer plus d'adoption, que les prix puissent baisser. Et puis on a un certain nombre de défis technologiques sur la réalité virtuelle en termes de latence, de tracking à grande échelle, et puis aussi pour arriver à résoudre ces effets un peu nauséeux qui restent un véritable problème aujourd'hui. Sur la réalité augmentée, c'est davantage en termes de détection d'objets et de capture 3D. Pour ce qui est des éditeurs de software, aujourd'hui on a beaucoup de plateformes horizontales finalement, et il manque encore des plateformes très verticalisées avec une vraie expertise de métier. Sur le développement de contenu et d'applications, là, donc sur ce type de marché, on est toujours confronté au même type de problème. C'est le problème de l'œuf et de la poule. Donc en fait, finalement, où les développeurs d'applications et de contenu ont besoin d'avoir des technologies suffisamment abordables et abouties pour générer de l'adoption et une expérience utilisateur suffisamment attrayante. Et d'un autre côté, les fabricants de hardware ont besoin d'avoir une base utilisateur critique pour investir et continuer à améliorer leur techno. Donc là-dessus, l'enjeu principal, c'est vraiment d'arriver à mettre en place des business models pour les développeurs d'applications et de contenu qui arrivent véritablement à jouer sur des effets de réseau et capitaliser sur des effets d'entraînement. Et pour les intégrateurs, c'est toujours un accès au marché qui reste difficile. Et notamment, il y a certains problèmes de distribution, surtout pour ce qui est de la réalité virtuelle et augmentée mobile. Donc, est-ce qu'on intègre ces nouveaux usages sur des applications mobiles existantes, ou est-ce qu'on fait ça sur des applications dédiées, sachant la saturation qu'il y a sur les applications installées sur les smartphones aujourd'hui? C'est aussi un problème à résoudre. Donc aujourd'hui, bien sûr, les GAFA entendent fortement contribuer au développement du marché et de l'écosystème, et bien sûr pour récupérer aussi leur part du gâteau. Et donc pour ça, ils mettent en place une stratégie assez agressive en termes d'acquisition de start-up pour aller le plus vite possible. Donc dans la réalité augmentée, ça se fait beaucoup autour du hardware encore. Et dans la réalité virtuelle, on est plus sur une guerre de plateformes, mais comme l'objectif, c'est vraiment d'aller fédérer un écosystème de développeurs et de générer plus de contenu, on voit aussi de plus en plus de partenariats qui se mettent en place entre les différents acteurs. Donc maintenant, passons aux cas d'usage qui sont intéressants pour le marketing. Donc d'abord, dans la réalité augmentée, pour ce qui est des ventes hors ligne, la réalité augmentée peut être utilisée pour le merchandising, donc pour permettre en fait à une marque de valider à la fois les modalités de présentation et l'emplacement de ses produits avec les distributeurs ou les clients. Donc c'est par exemple ce que fait Coca via une start-up qui s'appelle Augment, où en fait, comme ils sont également intégrés à Salesforce, donc pour ce qui est des frigidaires de présentoirs de boissons, ils discutent directement avec leurs clients, et donc dans le compte de CRM, ils attachent directement la photo où les présentoirs sont intégrés à taille réelle dans le magasin du client. Pour les ventes en magasin, là, c'est vraiment une nouvelle opportunité pour créer des nouvelles expériences clients en magasin et des nouveaux services. Donc pour Lego, par exemple, la vision, c'est de rendre visible l'invisible. Donc pour ça, ils ont mis en place dans leur magasin des kiosques en réalité augmentée où on peut scanner le code barre d'une boîte de jouets et voir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Il y a des choses très similaires dans l'automobile donc pour voir par exemple le moteur à l'intérieur d'une voiture. Et Nike a une autre application assez intéressante où ils utilisent la réalité augmentée comme vecteur de personnalisation. Donc là, c'est par exemple pouvoir faire des simulations en réalité augmentée sur un modèle de basket. Et donc dernier cas dans la réalité augmentée, c'est sur l'e-commerce. Donc dans l'e-commerce, un des enjeux principaux aujourd'hui, c'est de limiter le nombre de retours de produits. Donc 20% environ des produits achetés sont retournés. Et donc la réalité augmentée permettrait d'aider un client à mieux visualiser et se représenter ce qu'est un produit et à finalement se l'approprier. C'est particulièrement pertinent sur des objets pour lesquels il y a un enjeu de taille, donc typiquement sur du mobilier, visualiser dans un espace est-ce qu'on a la place disponible. Donc c'est ce que fait par exemple Ikea, et également pour les vêtements, vérifier que c'est à la bonne taille, c'est ce que fait Gap.
et sur le e-commerce. Donc il y a beaucoup d'acteurs en ce moment, les Cdiscount, les boulangers, qui sont en train de tester ça sur leurs applications mobiles. Et donc, dans la réalité virtuelle, sur les ventes à distance, toujours une application assez intéressante, cette fois, de remplacer les espaces de vente physiques par des espaces de vente virtuels. Donc, c'est par exemple ce centre de commerce virtuel d'Alibaba avec pas mal d'effets de gamification pour créer des nouvelles expériences. Ou alors, également, de permettre de projeter l'utilisateur dans un environnement qui n'existe pas encore. Donc, typiquement IKEA, qui permet à ses clients de configurer eux-mêmes leur cuisine. Sur le contenu, on voit de plus en plus dans les magazines des vidéos immersives qui sont associées. Donc typiquement sur la musique, c'est assez intéressant, permettre de s'immerger dans le concert du groupe de musique en question. Ou alors, en termes de branding, renforcer l'adhésion à la marque. C'est par exemple ce que fait Coca, où ils ont mis en place une vidéo immersive qui permet d'aller voir dans les usines de Coca comment se passe le process de production des boissons. Et enfin, la réalité virtuelle sociale, donc ça c'est la grande tendance qui arrive. On peut véritablement renforcer l'engagement du client en mettant en place des showrooms virtuels pour le lancement d'un nouveau produit, par exemple, et éviter du coup les déplacements, donc les coûts en termes de voyage et de transport. Donc il y a de plus en plus de startups qui font ça aux États-Unis avec Alspace, Hyperfair, Virtuose en France et Facebook qui vient d'annoncer, donc cette fois côté consumers, son Facebook Friends. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions après la présentation. Merci.